Salut, salut! Aujourd'hui, on parle de Ursula K. Le Guin, une autrice célébrissime de science-fiction et fantasy. Donc, comment expliquer Ursula Le Guin? Elle a publié énormément de romans, de nouvelles, de novellas, et elle a gagné environ 7 prix Hugo, qui est un prix quand même un prix américain, mais qui est connu à travers le monde comme étant un énorme honneur dans ces communautés d'imaginaire. Donc, c'est une légende, c'est ça, c'est une légende, là, Ursula Le Guin. Et puis, la raison que moi, je vais en parler aujourd'hui, c'est que elle fait dans les deux genres, en fait, fantasy et science-fiction. Donc, ça permet d'en parler, puis pas de comparer nécessairement, mais de voir les différences dans son approche un petit peu, puis les similarités, dans le fond. Donc, je vais parler de Wizard of Earthsea, qui est sorti en 1968. On va parler de Left Hand of Darkness, qui est sorti en 69. Et on va parler de The Dispossessed, qui est sorti en 75. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que Wizard of Earthsea puis The Dispossessed, je les ai vraiment adorés. Et puis Left Hand of Darkness, je l'ai pas fini. Ce qui est peut-être un crime dans certaines communautés d'imaginaire, mais je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Donc je vais le passer en dernier pour le suspense. Ok. Donc Wizard of Earthsea, là je vais essayer de parler vite pour pas faire une vidéo de 1 heure encore une fois. Wizard of Earthsea, pourquoi c'est... Bon, déjà, c'est quoi l'histoire? Bon, c'est l'histoire d'un apprenti sorcier qui devient sorcier essentiellement. Donc, c'est dans un univers extrêmement magique de Earthsea. D'ailleurs, c'est le premier tome de, je pense, 2 cycles là, de Earthsea. Donc, il y a comme 2 trilogies, je crois, de Earthsea. Moi, c'est le seul que j'ai lu parce que ça fait un très bon livre en soi. C'est vraiment, vraiment là, pas... c'est vraiment pas obligé de lire les autres pour comprendre le premier. C'est vraiment une histoire qui se tient là, très très bien là, en tant qu'un seul livre. Là. Mais c'est sûr que je vais lire les autres un jour parce que c'est très bon et elle écrit très bien. Donc c'est l'histoire, bref, de, euh, bon, c'est un petit gars qui s'appelle Donnie, mais durant le livre, il l'appelle Ged, justement. Ou Jed, là, je suis pas sûr. Là. Je veux dire Ged, disons. Mais donc, l'affaire dans tout cet univers-là, c'est que les noms sont ultra importants. T'sais. Donc, le fait que tout le monde l'appelle Ged, ça a une signification. C'est ça son nom donné, mais son vrai nom, là, finalement. T'sais. C'est un peu comme si toutes les choses dans cet univers-là ont un vrai nom. T'sais. Donc, ce petit gars-là, Ged, il commence à être un petit gars, justement, puis il y a comme des facultés magiques. Là, comme, il y a un certain talent ou une affinité pour la magie. Et puis, essentiellement, il sauve son village au début grâce à la magie. Et puis là, il y a un grand magicien du nom de Ogion. Un grand magicien qui essaie de le prendre sous son aile, mais Ged est trop pressé d'apprendre la magie essentiellement. Et puis, il va à l'école de magie, essentiellement. Il va donc apprendre dans une grande académie. Là, je pense, dans cet univers-là, c'est comme la meilleure académie au monde de magie. Et puis, certainement dans ce coin-là. Et puis, c'est ça. Donc, à un moment donné, ce qui arrive, l'histoire principale, c'est pour impressionner une fille, il, donc, il fait apparaître une ombre. Il le fait 2 fois, en fait. Hein. Il invoque une ombre de la noirceur, essentiellement. Une fois pour impressionner une fille, puis une deuxième fois parce qu'il est fâché, essentiellement. Fâché après un de ses rivaux. Là. Et puis, à partir de la deuxième fois, il y a quelqu'un qui meurt, genre, tu sais. Fait que, à partir de cette fois-là, c'est là qu'il devient un petit peu adulte, ou il est à la fin de l'adolescence, je pense que ça arrive, mais il devient adulte, et puis tout le livre, c'est comment il fait pour surmonter ça. Tu sais, s'enfuir de la créature, puis éventuellement, il réalise qu'il peut pas s'enfuir pour toujours, et c'est donc qu'est-ce qu'il décide de faire par rapport à ça. Là, tu sais. Donc, je peux pas en dire trop sans divulgacher, mais on peut déjà s'entendre que c'est écrit comme une fable. Tu sais. Mais on va y aller tout de suite dans pourquoi c'est bon. Là. C'est très stylé, ok? Le style est très... je vais pas dire unique. Ben oui, unique, mais ça fait penser à une fable. Mais moi, dans ma tête, une fable, c'est un récit qui est court quand même. Puis ça, c'est peut-être pas vrai, là, mais ça, c'est un récit, évidemment, là, de je sais pas combien, 300 pages, si ça se trouve. Donc, c'est écrit comme une fable, mais il y a beaucoup
il y a un univers très riche. On voit clairement que il y a énormément de choses qui sont non dites, puis qui sont sous-entendues, puis qu'on sait que ça existe dans cet univers-là, mais que le livre porte pas là-dessus. Entre autres, le fait les dragons. Donc, il y a un dragon sur la page couverture. Mais c'est un peu trompeur parce que le dragon, il est pas là longtemps. T'sais. Fait que tu sens qu'il va revenir dans les autres après, mais globalement, c'est un univers très vivant. T'sais. Et puis, au-delà de ça, si c'était juste ça, ça serait juste un bon livre. Mais pourquoi c'est un livre excellent? C'est vraiment un des préférés de tous les temps de beaucoup de gens. T'sais. Et pourquoi c'est excellent? C'est la profondeur du truc. T'sais. C'est que c'est un récit qui a une morale, mais qui est pas moralisateur. Hein. Donc c'est très difficile à accomplir, là, d'être vraiment d'avoir un message, mais ce message-là, c'est pas lourd, c'est pas gratuit. C'est amené, puis c'est le sujet du livre essentiellement. Tout le long du livre, tu as un peu le même message, pas qui revient, pas explicitement, mais c'est ça que le livre il fait. T'sais. Fait que c'est ça, puis c'est beaucoup plus qu'un livre jeunesse. Je pense que ça a été publié peut-être à jeunesse à l'époque, mais c'est comme c'est comme quelque chose qui est pour tous les âges, tu sais. Tu peux le lire quand tu as 12 ans, puis ça va être certainement excellent, puis tu vas être émerveillé à 12 ans, mais à 30 ans, quand tu le lis, ça reste super bon, tu sais. Ça reste super bon, puis captivant, puis oui, il commence enfant, mais il finit par devenir adulte pendant le roman. Et puis, c'est pas des affaires d'enfant. C'est pas des c'est pas des problèmes de qui va pouvoir Frencher. Là. C'est pas ça. Il y a comme un genre de justement un genre d'attrape au début où est-ce que ça a quasiment l'air que ça va s'en aller comme vers là. Mais aussitôt que l'action démarre, t'es comme ah boy. Là, ça devient sérieux. T'sais. Mais ça reste, il me semble, approprié pour les enfants. Là. C'est pas. C'est ça. Mais c'est comme justement, quand c'est super bon, là, moi, j'ai pas mon dire que quand un roman est super bon, c'est super bon pour tous les âges. Tant et sous-entend qu'il n'y a pas de thème adulte, là, on va dire, mais au-delà de ça, quelque chose qui est super bien écrit, un enfant va aimer ça pareil. T'sais. Un film qui est super bien fait, euh, un enfant est capable d'aimer ça. Là. C'est pas. On n'a pas besoin de rendre les choses plus simples pour les enfants nécessairement, ou du moins pas plus stupides. Puis Ursula Le Guin comprend très bien ça. Bon, au-delà de ça, c'est aussi que ça parle d'un défi personnel justement. Là. C'est pas, le méchant dans l'histoire, c'est de sa faute. Donc, Ged, le personnage principal, est responsable de tout ce qui arrive dans le livre essentiellement, c'est de sa faute, puis il doit se racheter, tu sais. Puis ça, c'est fort parce que souvent, dans ces affaires de fantasy-là, souvent le méchant est quelqu'un qui a pas tellement rapport au personnage principal, ou peut-être un petit peu, mais tu sais, c'est comme ah, il a détruit son village, whatever. Non, non, là, c'est comme non, non. Tu sais, c'est de sa faute, là, tu sais. Il doit faire quelque chose, là. Fait que ça, c'est super le fun pour ça. C'est pour ça que ça en fait un récit quand même très solide, tu sais. Ce qu'on appelle bien ficelé, là, c'est. Moi, je pense en tout cas que c'est ça qu'on veut dire. Tu sais. Il n'y a pas juste des qualités, ce livre-là, par contre. Bon, c'est un livre, je pense, quand même avant-gardiste, mais c'est 1968, là, fait que des fois, il faut être patient quand même. Là. Il y a des. J'appellerais pas ça des longueurs, mais tu sais, il y a des bouts plus descriptifs, contemplatifs. Là, tu sais, faut pas. Encore une fois, c'est pas un roman d'action. Là, tu sais, c'est vraiment d'exploration de thèmes basés sur la philosophie, la croissance personnelle, puis la magie, essentiellement. Bon, sinon aussi, il faut dire que c'est un. Tu sais, il est enfant pendant un tiers du livre, puis le premier tiers ou le premier 25% à peu près, il est enfant, après ça, il devient ado. Moi, ça m'a mélangé un petit peu, là. Ben, c'est pas que c'est mélangeant, c'est que j'ai de la misère, moi, quand un personnage commence d'une certaine façon, j'ai de la misère à adapter mon idée du personnage à mesure qu'il vieillit, tu sais. Puis peut-être que ça dit quelque chose même sur la vie, où est-ce que, tu sais, on commence par se voir enfant, puis on vieillit, puis on n'adapte pas notre vision de nous-mêmes. Mais certainement, moi, ça m'a fait ça un petit peu, où est-ce que je suis comme, ok, il est plus, il est plus enfant, là, c'est un ado, ou là, c'est comme un adulte, ok. Ça m'a pris vraiment un autre 20% du livre pour m'habituer à ça, tu sais. Sinon, pas dans les.
Encore une fois, c'est pas un défaut, mais on a parlé que le livre avait des thèmes taoïstes. Et c'est vrai, c'est indéniable, mais bon, je la connais pas, Ursula Le Guin, là, t'sais, je l'ai pas connue de son vivant, mais oui, c'est taoïste, mais c'est un taoïsme qui est très occidentalisé, là, d'après moi, là, parce que, bon, si on s'intéresse vraiment au taoïsme, ça vient, comment dire ça? Ça vient d'une culture collectiviste, hein. Et puis, toute l'histoire ici, c'est l'histoire d'une personne. Tu sais, donc on parle quand on pense au taoïsme, on parle à l'équilibre, peut-être même équilibre, tu sais, destruction, création, équilibre bien-mal. Puis ça, c'est justement, le livre parle d'un équilibre bien-mal. Mais tu sais, c'est une vision un peu manichéenne du taoïsme, un peu genre, justement, christianisée peut-être. Ce qui est pas plus mal, là, ça n'enlève pas la profondeur, mais moi, ça vient un peu me chercher quand on dit que c'est un livre taoïste parce que dans le Tao Te Ching, tu sais, je dis pas que le message c'est qu'un seul individu est jamais si important que ça, mais il y a quand même un gros message de tu sais, surmonter sa propre importance. Tu sais. Puis oui, dans le livre, il y a une leçon personnelle où est-ce que Ged, il surmonte son orgueil. C'est ça l'affaire, tu sais. Il surmonte son orgueil. Donc oui, ça marche au niveau croissance du personnage. Mais ben, il surmonte. En tout cas, il arrive quelque chose par rapport à son ego. Là. Tout le livre, il évolue. Là, tu sais. Mais la trame narrative, justement, tu sais, le sujet du livre, c'est un personnage. Puis, tu sais, c'est un personnage, puis il arrive des choses qui sont bonnes, puis qui sont pas bonnes pour lui. Puis, tu sais, le taoïsme, c'est pas mal plus contente-toi de ce que t'as, là, tu sais. Fait que, bon, tant qu'à moi, en tout cas, libre à vous, surtout les experts taoïstes qui écoutez cette chaîne, n'hésitez pas à commenter, mais il y a des thèmes taoïstes, on va dire ça de même. Donc voilà, évidemment, je vais pas te dire de notes, là, c'est évidemment Wizard of Earthsea, c'est un des plus grands classiques de la fantasy qui a jamais eu lieu, là, fait que, tu veux dire, lisez-le, là, évidemment. Il faut lire ça si on aime l'imaginaire, il faut, là. Ensuite, on va parler de The Dispossessed, Les Dépossédés. Sorti en 1975, c'est l'histoire d'un scientifique qui vient d'une communauté qui est essentiellement une utopie communiste. C'est une planète au complet, qui est une commune, qui est une planète jumelle. Au début, je pensais que c'était une lune, mais il me semble que c'est une planète jumelle de l'équivalent de la Terre, l'équivalent en science-fiction de la Terre. Là. C'est explicitement pas la Terre, là, mais il y a des océans puis tout. T'sais. Fait que c'est ça. Donc lui, il vient d'une commune planétaire qui est plus ou moins un désert essentiellement. Puis il vient puis il visite la Terre d'une certaine façon. La planète, la belle planète, qui qui est là pour l'accueillir en tant que scientifique, puis surtout essayer d'y extraire des informations sur sa théorie. T'sais. Parce que dans le fond, c'est le génie de sa génération, incluant les deux planètes ensemble. Et puis, lui, il veut juste finir sa théorie et la publier, tout ça, mais il y a beaucoup d'intérêt des deux côtés. Là, t'sais. Donc, c'est un livre extrêmement politique et le côté, quand il est sur la Terre, c'est le présent. Donc, il y a beaucoup de. Ça se passe pas mal plus en flashback que dans le présent, là, dans le fond. Là, tu sais. Mais ce qui est une technique que moi j'ai appris à aimer au fil du temps, essentiellement. Là. Mais faut savoir que les bouts qui se passent dans le présent sont pas mal plus pour justifier sa décision finale que pour d'autres choses. Tu sais, c'est ça. C'est pas mal plus l'histoire de c'est comment vivre sur une utopie communiste, surtout dans le cadre de la science, puis des. Si tu veux être scientifique, puis qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau académique aussi, une utopie communiste. Euh, fait que c'est ça. Fait que, en gros, c'est un scientifique, il veut finir sa théorie, puis c'est ça. Mais l'histoire dans le livre, donc l'histoire qui est racontée en flashback, c'est comment il est arrivé à être la sommité scientifique interplanétaire de sa génération. Donc son parcours personnel, puis
Aussi, il y a beaucoup de détails sur ses amitiés et ses relations, puis surtout les gens qui sont différents de lui au niveau politique, tu sais. Donc, j'ai trouvé que lui était très apolitique d'une certaine façon tu sais, pour quelqu'un qui vit sur une commune, sur une commune planétaire. Donc, j'ai trouvé, il me semble en tout cas il y a moins d'opinions qu'il pourrait, là, tu sais. Bon, il est essentiellement pas d'accord avec toutes, mais il se dit, c'est bien correct pareil. Puis ses amis sont plus comme, non, non, il y a des amis qui veulent faire la révolution, je pense, puis il y a des amis qui, au contraire, trouvent qu'il est pas assez communiste ou quelque chose du genre. C'est ça. Puis là-dedans, il y a une affaire de relations amoureuses aussi. Mais bon, ça se développe très tranquillement, très graduellement. C'est dur de dire, c'est plus dur qu'avec l'autre de dire c'est quoi vraiment l'histoire, dans le sens où tu sais, il commence, c'est ça, il commence puis il est un inconnu total, puis il est pas scientifique, puis il commence, il est enfant, là, tu sais, l'histoire commence, il est enfant, dans les flashbacks, là. Puis ça finit, puis bon, il arrive quasiment. C'est comme l'équivalent de la théorie de la relativité d'Einstein, là. C'est comme Einstein. C'est l'histoire d'Einstein s'il avait grandi une, euh, sur une commune planétaire. Euh, Puis c'est un peu tout ce que je peux dire sans divulgacher, mais encore là, il n'y a pas grand-chose à gâcher, là. Il y a beaucoup un rapport aussi avec les différentes façons de d'approcher le progrès, puis tu sais, la société de consommation, puis le truc du genre. Puis ça, c'est 1975, hein. Donc, c'est encore une fois extrêmement avant-gardiste. Ursula Le Guin, là, c'est ça sa marque de commerçant. Être avant-gardiste, là, c'est complètement, incroyablement avant son temps, là. Ça n'a pas d'allure comment que justement, comment que c'est des réflexions qui sont ultra avancées pour son époque, tu sais. Et puis, je trouvais ça intéressant que c'est ni anti-technologie ni pro-technologie. C'est pas scientiste là, dans le sens de croire à la science comme un dieu, mais c'est pas non plus en train de dire bon la technologie ruine nos vies. Là. C'est pas vraiment ça. Là. Donc c'est bon pour ça. C'est ça. J'ai trouvé, si j'avais un seul bémol à dire, c'est qu'il y a peut-être un petit peu plus, ça prend un petit peu plus de patience que Wizard of Earthsea. Tu sais, je disais que peut-être Wizard of Earthsea c'est un truc pour tous âges. Là. Dispossessed, c'est vraiment pour adultes. Là. T'as des passages de description, puis t'as des passages où est-ce qu'il justement, t'as des passages d'exposition, tu sais, où est-ce qu'il parle de sa société, puis de les choses marchent comme ça sur sa planète, puis sur la planète qui ressemble à la Terre, ça marche différemment. Puis comment. C'est super intéressant parce que c'est comment ils réussissent pas à s'entendre souvent, puis les stéréotypes, puis le problème du dialogue interculturel, qui revient dans pas mal tous ces romans à Le Guin, là. Mais c'est super intéressant pour ça. Une des affaires qui fait que ça vaut la peine de le lire, c'est la description d'une utopie communiste, hein, d'une utopie communiste. Tu sais, c'est tellement. D'habitude, là, le communisme puis l'anarchisme, c'est. Je dis communiste, c'est plus anarchiste en fait, là, anarcho-communiste, on va dire. Mais c'est tellement rare dans les médias de nos jours, puis même en 1975. C'est tellement rare les représentations positives de ces positions-là. D'habitude, c'est plus un homme de paille qui sert à être détruit pour prouver que la société capitaliste a raison d'être comme elle est, et donc que le statu quo, c'est une bonne chose. T'sais. Mais ici, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Puis c'est doublement plus surprenant parce qu'en 1975, c'est la guerre froide. Hein? C'est ce qu'on appelle la période tranquille plus de la guerre froide, mais la guerre froide n'est pas finie en 75. Tu as encore des chances de te faire traiter de communiste puis mettre en prison, là, tu sais. J'ai l'impression, aux États-Unis, là, tu sais. Euh, En tout cas, c'est certainement la guerre froide n'était pas finie. Hein. Fait que le fait d'être aux États-Unis puis de dire, écoutez, ça vaut la peine peut-être d'en parler de l'anarcho-communisme puis des alternatives au capitalisme, euh, c'est plutôt de la bravoure en fait. T'sais. Puis c'est certainement un exercice que moi j'ai pas vu souvent. Même jusqu'en 2020, là, jusqu'en 2023, là, des représentations positives de l'anarchisme et du communisme, positives ou au moins pragmatiques. Là. J'en ai
plus ou moins pas vu d'autres. J'essaie de me rappeler, là, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Fait que, juste pour ça, il faut le lire. Juste pour ça. T'sais. Bon, là, on arrive à la partie où est-ce que les gens vont me pitcher des rushs parce que c'est Left Hand of Darkness que j'ai pas fini. Donc, Left Hand of Darkness, sorti en 1969, qui est un roman de science-fiction où le protagoniste est un représentant de la communauté galactique, essentiellement de commerce. Et puis, donc, il veut faire entrer cette planète-là sur laquelle il se trouve dans cet accord de libre-échange, essentiellement. Euh, Puis c'est ça. Fait que là, au début, il est dans un royaume plus ou moins tyrannique, là, qui est vraiment monarchique c'est un despote, là, tu sais. Puis lui, donc le livre, il est banni de là, puis il s'en va jusqu'à l'autre royaume. Il y a plus ou moins deux grands royaumes là, sur la planète, là, il me semble. Là. Puis donc il passe de ce royaume-là à l'autre place qui est comme pas un royaume, là, mais qui, bref, c'est l'autre pays, si on veut, l'autre État, qui est mené plus par un conseil, là, qui est plus qui a des apparences de démocratie, mais si je me souviens bien, on apprend vite que c'est pas vraiment le cas. Là. Et puis, c'est ça. Donc, c'est l'histoire de. Il traverse la contrée, là, puis il traverse la frontière, puis il se rend tranquillement de l'autre bord. Puis, à travers ça, il rencontre évidemment des habitants de la planète, et puis il y a des dialogues, et donc il découvre la culture, puis tout ça. Donc, c'est raconté de façon épistolaire. Donc, c'est son journal, là. Mais il insère justement des histoires, je vais pas dire par rapport, mais des histoires qui sont parallèles à l'histoire principale. Il insère comme par exemple une fable de ces cultures-là. T'sais. Puis ces cultures-là qui ont, donc l'élément principal quand les gens parlent de ce livre-là, c'est de dire les gens n'ont pas de sexe. Donc, ils n'ont pas un sexe permanent. Ils développent un sexe le temps de se reproduire essentiellement, puis c'est comme ça passe au fil des saisons. Là, donc, il y a une période de être en chaleur, puis pendant ce temps-là, ils sont sexués, puis le reste du temps, ils sont asexués. Euh, et puis ça, c'est super intéressant, parce que lui, pour eux, lui, c'est un extraterrestre, puis lui, il est sexué en permanence. Puis donc, il pense que c'est un gros pervers, plus ou moins. Là, ce qui est super cool, tu sais. Puis, bon, mais la raison que je l'ai pas fini, c'est que c'est justement, il y a beaucoup d'enjeux sur la question sexuelle et puis de genre, d'une façon qui était à l'époque pas appelée comme ça. Et puis, c'était ultra progressiste et avant-gardiste pour 1969. 69, là, tu sais, parler explorer la question de la sexualité, puis de l'attirance sexuelle, puis de genre, puis des autres formes de sexualité, c'était incroyablement progressiste et avant-gardiste. Là. Encore une fois, c'est un peu dans la même talle que euh, prôner les réflexions sur le communisme aux États-Unis. Là, mais moi, je suis né en 89, donc j'ai pas. En tant que lecteur moderne, c'est des réflexions qui sont très avant-gardistes, mais qui sont un peu vieillies. C'est comme si être ultra progressiste en 1975 sur la question du sexe et du genre, de nos jours, c'est pas si impressionnant que ça. Là, mais ça, c'est au niveau plus superficiel, je pense. Certainement, j'ai entendu mon ami Christian, là, de la chaîne, la chaîne Pourquoi c'est bon, euh, qui disait c'est plutôt l'histoire du dialogue interculturel. Puis de quoi on peut pas comprendre une autre culture sans un peu justement s'intégrer à cette culture-là. On peut pas comprendre une autre culture de l'extérieur. Puis pour ça, c'est fascinant. Puis honnêtement, je vais peut-être le recommencer puis le lire au complet cette fois-ci. Parce que oui, effectivement, Ursula Le Guin, d'une façon que j'ignore comment qu'elle fait, là, mais Ursula Le Guin comprend c'est quoi une culture,
de la même façon que 99% des auteurs jusqu'à ce jour le comprennent pas. Ou certainement des auteurs américains. Ce qui est intéressant, puis ce qui est peut-être toujours pertinent de nos jours, c'est ben l'ambassadeur, le personnage principal, il peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe autour de lui sans ce contexte culturel-là, tu sais. Et puis, au fil du livre, je pense qu'il développe cette sensibilité-là, mais je me suis pas rendu au bout. Mais c'est pas évident, puis c'est pas facile, puis ça y prend une réelle ouverture d'esprit, tu sais. Donc c'est ça qui est super intéressant. Ouverture d'esprit qu'il n'y a pas au début d'ailleurs. Par contre, moi j'ai de la misère avec le truc. J'ai vraiment, vraiment de la misère avec le truc de. C'est un représentant de l'Alliance galactique du libre-échange. Là. Parce que c'est un peu comme si. Puis ça, c'est 6 ans avant de Dispossessed, justement. Puis ça prend vraiment pour acquis que le commerce, c'est une bonne chose, puis se joindre à l'accord de libre-échange, c'est une bonne chose. Ou en tout cas, peut-être faut juste vous direz, ah, faut que tu le finisses, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis certainement, au début, c'est présenté comme étant, il faut que je les convainque de se joindre, de parler à l'Alliance pour qu'on fasse du commerce. T'sais. Hmm. Il y a une grosse, il y a une grosse question là-dedans, pour moi, de dynamique. Tant qu'à moi, c'est pas exploré, là. Pour moi en tout cas, c'est difficile de m'identifier à un ambassadeur qui est plus ou moins l'ambassadeur des États-Unis, si tu y penses, tu sais, c'est comme... bon, de l'ONU, mettons. C'est le gars de l'ONU qui dit joignez-vous à l'ONU, tu sais. Donc, je suis sûr que c'est bon pour l'ONU, mais qu'est-ce que je suis censé vouloir pour la planète à qui il parle, tu sais. Donc, ça, c'est... je sais pas. Ça m'a fait réfléchir, puis, tu sais, je vous invite vraiment à partager vos opinions que j'ai nul doute que je verrai en commentaire. Comment dire ça? Le momentum de l'histoire me paraît moyen, tu sais. Donc, j'ai dit que l'autre était... Dispossessed était plus contemplatif. Euh, tu sais, Left Hand of Darkness, pour moi, c'est plus que contemplatif, là. C'est comme... Ça devient... ça devient justement l'histoire de quelqu'un qui erre à travers le pays. Mais forcément, ça veut dire que l'histoire erre aussi, tu sais, l'intrigue est pas tellement... c'est pas clair où est-ce qu'on s'en va, je pense, tant qu'à moi. Et puis, donc, donc, le personnage principal se laisse porter par les événements plus que le contraire, ce qui en fait un petit peu, bon... c'est comme suivre un radeau qui flotte. Et puis, tu te dis, bon, je sais qu'il fait juste apprendre à comprendre où est-ce qu'il est puis qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est un petit peu trop passif pour moi. T'sais. Il vise de se rendre dans l'autre pays, mais il décide essentiellement rien à part faire les choses qui font en sorte qu'il va se rendre ou qu'il va survivre. Là, euh, t'sais. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est un petit peu dur de se comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Puis je me suis rendu quand même au milieu en passant. Hein? Donc, ils vont jamais dire où est-ce qu'on s'en va jusqu'à temps qu'on soit rendu. Donc, je sais pas, je sais pas. Moi, je trouvais ça trop d'efforts essentiellement pour la quantité de plaisir pour la quantité de plaisir que je ressentais à le lire. T'sais. J'ai aussi trouvé qu'il y avait dans son exploration des thèmes sur la sexualité et tout ça, j'ai aussi trouvé qu'il y avait une surdose d'exposition pour expliquer des sociétés puis des concepts un petit peu durs à comprendre, mais donc ça en prend beaucoup de l'exposition pour faire comprendre ça, mais je trouvais que c'était beaucoup. Donc c'est un peu ça pour moi. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, là, c'est très rare. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, un petit subscribe si vous avez aimé ça. Je sais c'est cliché de le dire, mais il faut que je le dise pour que le monde le fasse. Okay, cool. Mais vraiment merci à vous, puis merci au Patreon. Et puis j'ai la communauté AR Science-Fiction Québec qui est de plus en plus nombreuse et active, et j'adore ça. Donc joignez-vous à nous si ça vous tente, c'est juste le fun de parler de science-fiction ensemble. Bon. Donc, bon, merci pour ça, puis à la semaine prochaine.